Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Gasper Hubert Lonsi-Koko, qui est auteur d'un livre Congo-Kinshasa, le degré zéro de la politique. Il est notamment essayiste, président de Congo d'Avenir et porte-parole du Rassemblement pour le développement de la paix au Congo. Bonjour M. Koko. Bonjour M. Kemayou. Pourquoi le titre est-il aussi violent, Congo-Kinshasa, le degré zéro de la politique? Oh, je ne pense pas que c'est de la violence, c'est un constat par rapport à un vécu personnel. Mais de temps en temps, il faut un peu de violence pour faire du bien à tout un peuple. Le degré zéro de la politique, c'est qu'il y a des tas de choses, des tas de carences et qu'il faut que le peuple congolais, la classe politique congolaise, puisse tendre vers l'excellence. Quand je parle du degré zéro de la politique, je ne parle pas que de la majorité en place, je parle aussi de l'opposition, mais je parle aussi de l'immaturité politique jusqu'à un certain degré de la population congolaise. Parce que le fait est que depuis 2006, c'est la deuxième élection considérée comme démocratique organisée en RD Congo. Après ces deux échéances-là, on ne peut pas dire qu'on est resté dans le degré zéro de la politique. Force est de constater que ces élections ont été plus catastrophiques que les premières, pour la simple et bonne raison que les premières élections, celles de 2006, ont été managées du début à la fin par les institutions internationales. Or, aujourd'hui, cette fois-ci, les rôles se sont inversés. C'est la République démocratique du Congo qui était la locomotrice et on a vu les résultats. Jamais une élection n'a été aussi décriée et discréditée comme celle qu'on a connue le 28 novembre 2011. Elle a été tout sauf crédible. À qui la faute? Mais c'est dont je parle, c'est à la faute aux acteurs politiques congolais, mais c'est aussi à la faute incombe aussi à la population congolaise. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Quand le peuple a voulu un changement, il l'a eu. Or, au Congo, il y a eu un changement réel, mais les résultats ont été faussés et la population est restée les bras croisés. Quand on vous vole votre victoire et que vous ne contestez pas, vous acceptez les forfaits. Mais sur l'organisation de l'élection elle-même, vous vous souvenez quand la commission électorale indépendante avait été avec le prêtre, le pasteur, qui avait été là. Daniel Ngoyi Mulunda. Avant lui, la précédente, la commission électorale l'abbé Malou. Avec l'abbé Malou, elle avait été très critiquée, tout le monde a demandé qu'elle soit remplacée, ce qui a été fait, et quand monsieur Ngoy est venu, on lui a reproché d'être trop proche du président, et du coup, son travail dans le fond a dû en prendre un coup également, à la commission, pas qu'au président de la commission, mais à la commission. On peut être proche du président et être intègre, hein, ne soyons pas non plus hypocrites. C'est pas ce que l'opposition a dit. Hein. Moi, je suis un opposant objectif. Ce sont les pouvoirs en place ou les autorités en place qui nomment ces gens des gens dans des institutions appropriées. Or, qu'est-ce qui s'est passé en République démocratique? Il faut aussi tenir compte des critiques. Il y a eu 3 dates décisives. Hein. 30 avril 2011, proclamation du calendrier électoral. 5 mai 2011, International Crisis Group publie un rapport intitulé « Les dilemmes électoraux » dans lequel il montre les circonstances dans lesquelles s'est préparé, que la République démocratique du Congo s'est préparée pour ces élections. 18 mai 2011, cri d'alarme de Ban Ki-moon au Conseil de sécurité des Nations Unies, mettant en cause ces processus ou mettant les gens en garde contre ces processus. Donc, grosso modo, aussi bien International Crisis Group et les diplomates onisiens, en l'occurrence Ban Ki-moon, ont posé un début de diagnostic qui méritait d'être approfondi avec objectivité par la classe politique congolaise et par la communauté internationale, ce qui n'a pas été le cas. Et nous avons vu les résultats. D'accord. Aujourd'hui, on est dans une posture qui est celle de dire les élections sont passées, le nouveau gouvernement a été formé, c'est le moment de reprendre le travail. Moi, je constate qu'il y a une vraie crise. Et la preuve, on la voit par la nomination d'un Premier ministre qui n'est pas issu du groupe majoritaire du groupe de Kabila, PPRD, donc oui. PPRD. Et donc, il n'y a pas une majorité parlementaire, donc on a regardé au sein de la majorité présidentielle pour avoir un Premier ministre. Ça, c'est une première indication. La deuxième indication, c'est qu'on a 2 présidents. Un autoproclamé, qui siège dans sa maison, et autre, soi-disant officiel, enfin,
reconnu par les institutions appropriées et qui occupe les institutions de la République. À partir de là, il y a crise, mais malheureusement, c'est lui qui occupe les institutions de la République qui est reconnu. Mais il faut quand même qu'on puisse... malheureusement, on n'est pas dans la situation de la Côte d'Ivoire il y a quelques Moi, j'ai mois. voté pour M. Tshisekedi, je l'ai dit clairement, donc j'ai dit malheureusement pour moi, heureusement pour les autres, mais je ne vais pas dire heureusement. Oui. Très bien. Mais ce que je veux, c'est qu'on sort de cette crise et que le Congo fonctionne et que l'opposition soit une opposition constructive, qui puisse critiquer les projets en place et aussi faire des propositions et non pas dire tout simplement que ça ne va pas. Mais que la majorité aussi tienne compte de ses limites puisqu'elle n'est pas majoritaire. Elle n'a pas l'ensemble des suffrages si on additionne les autres élections. Donc il faut qu'on puisse savoir comment les uns qui sont au pouvoir doivent œuvrer pour le pays, comment aussi une opposition doit apporter sa pierre pour que les peuples congolais ne soient pas l'otage des différends entre les uns et les autres. Le calendrier électoral n'est pas arrivé à son terme. Hein. Pour l'instant, on a on a organisé 2 élections. Il en reste encore à venir. C'est pour cela qu'il faut qu'on tienne compte de ce qui ne s'est pas bien passé par rapport à ces processus si on ne veut pas sombrer de nouveau dans une parodie d'élections. Parce que c'était tout sauf une élection. Quoi. Parce que l'attitude qui est la vôtre est de dire qu'il faut que l'opposition soit objective. Or, aujourd'hui, sur le terrain en RDC, et à l'étranger encore plus, cette opposition objective n'existe pas. On a vu les attaques par rapport au président du Sénat, notamment par ce groupe des combattants. Tout à fait. Raison pour laquelle... moi, je suis de ceux qui pensent que nous devons réaménager l'opposition congolaise. Il faut tendre vers autre chose que ce qu'on a vécu jusque-là. Ils ont été plus nombreux que maintenant dans la législature précédente. Ils n'ont rien fait. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette législature? Si ce n'est que de soulever des vrais problèmes qui puissent être relayés par les citoyens congolais, aussi bien à l'extérieur du pays ou à l'intérieur. Et qu'est-ce que vous pensez d'Étienne Tshisekedi? Il fait de l'opposition objective ou pas? Moi, je ne crache pas sur les anciens. Et ma première carte dans un parti politique, je l'ai prise à l'IDPS. Et si nous faisons de la politique, nous nous intéressons à la politique, même dans des pays étrangers où nous habitons, en ce qui me concerne, Tshisekedi est pour quelque chose. Mais dans la vie aussi, il y a des moments où on laisse la main aux autres. L'élève est amené à dépasser les maîtres. Tshisekedi a fait ce qu'il avait fait. On l'appelle d'ailleurs Moïse. Donc il a joué son rôle. Il faut qu'il y ait un Josué. J'espère être ce Josué-là. Très bien, donc vous voulez reprendre l'héritage de l'UDPS? Nous allons continuer le combat de l'opposition. J'ai toujours été dans l'opposition. Donc je continuerai ce combat, oui, avec tant d'autres. Mais dans la position qui est la sienne aujourd'hui, est-ce qu'il se considère toujours comme le président élu, le président légitime de la République démocratique du Congo? Je ne peux pas répondre à sa place, je ne peux qu'essayer d'interpréter sa position. Je pense que le fait même pour Étienne Tshisekedi de dire qu'il est président de la République démocratique du Congo a montré les faiblesses de ce que vivent les Congolais, a montré qu'il n'y a pas d'État dans ces pays. J'en veux pour preuve, il a fallu 500 jours après les élections pour composer un gouvernement. Je crois qu'il faut trouver un compromis pour que tout le monde puisse jouer son rôle. On ne doit pas cantonner M. Tshisekedi dans sa maison, puisque c'est quand même une figure historique, symbolique de la lutte politique au Congo. On doit lui permettre, en tant que citoyen congolais, de dire ce qu'il a à dire, d'être libre et puis de rencontrer ses partisans. D'accord. De l'autre côté, il y a le cas Jean Bosco Taganda. Je ne sais pas si vous avez suivi les dernières évolutions de l'actualité. Comment vous interprétez son attitude? Je pense que et Taganda, surtout la position du gouvernement de la RD Congo par rapport à lui. Tout à fait. Taganda est un criminel. Il est recherché par la CPI. Il a été l'adjoint de Thomas Lubanga. Et il a été le complice d'un autre criminel qui est Nkunda. Après ces crimes, le gouvernement congolais a estimé qu'il fallait l'élever au rang de général, un criminel au rang de général. Et aujourd'hui, ce même gouvernement veut l'arrêter. Pourquoi changement d'avis tout de suite? Et en voulant l'arrêter, on veut qu'il soit jugé au Congo, alors qu'il y a d'autres Congolais dans la même situation que lui qui sont à La Haye. Ou alors les Bantous, Fon, ont le droit d'aller à La Haye. Et le Lubanga ont le droit d'être jugés à La Haye et les Nilotiques pas. Donc il y a 2 poids 2 mesures. Pour moi, Taganda doit se retrouver à la CPI comme tout le monde, une fois condamné. Si le gouvernement congolais veut le juger, il le jugera après, mais il faut qu'il aille à La Haye avant. D'accord. Donc j'imagine que sur la position concernant l'insécurité dans les Kivu,
Ben, bien sûr que les Ntaganda ont contribué à beaucoup pour ça. J'en veux pour preuve, vous avez lu le nombre de tonnes de matériel militaire qu'on a trouvé dans sa ferme, alors que les FARDC ne sont pas suffisamment équipés pour pouvoir rétablir l'ordre dans cette région. Donc pour moi, il y a connivence de la plus haute responsabilité congolaise dans l'instabilité qui est en train de se passer ailleurs. Et aussi, il y a complicité des pays limitrophes, parce que 2000 hommes de la MONUC, on n'arrive pas à sécuriser ces pays. Oui, c'est devenu MONUSCO maintenant. MONUSCO, voilà, on n'arrive pas à sécuriser ces territoires. Et il y a un problème. Il faut que nos voisins soient sincères. S'ils veulent vraiment qu'il y ait stabilité dans cette région, qu'ils puissent par exemple permettre à l'armée congolaise de couper la voie au Ntaganda et à ses troupes pour qu'ils ne se retrouvent pas au Rwanda, puisqu'on sait comment ça s'est passé avec Nkunda qui s'est retrouvé là-bas jusqu'à aujourd'hui, ni vu ni connu. Il faut aussi que la MONUSCO puisse aider les FARDC qui représentent quand même l'armée légitime dans cette lutte pour pouvoir stabiliser la région. Et il faut que les gouvernements congolais aussi soient clairs là-dessus, parce que j'ai l'impression que on avait voilà, d'une part, on avait peur que Tshisekedi arrive, et maintenant que Kabila reste au pouvoir, et le Rwanda veut maintenant exploiter officiellement les minerais à travers cette nouvelle tentative d'instabilisation. D'accord. Juste avant la présidentielle française, un certain nombre de voix dans l'opposition principalement s'étaient élevées pour demander que le sommet de la francophonie d'octobre à Kinshasa n'ait plus lieu à Kinshasa. Aujourd'hui, il y a un nouveau président qui est socialiste. Vous avez milité en France dans la section François Mitterrand du 15e arrondissement comme socialiste. Quelle est votre position là-dessus? Vous pensez qu'il faut changer de site d'hébergement pour ce sommet de la francophonie? Moi, c'est ma position. Hein. On a déjà retiré à la République démocratique du Congo l'organisation de ces sommets. Est-ce que ça a empêché que M. Kabila triche et se maintienne au pouvoir? Non. On connaît les enjeux énormes qu'il y a dans ces pays, et la plupart des pays qui financent la francophonie ont un regard sur les richesses de la République du Congo. Soyons pragmatiques. Vous pensez qu'ils vont annuler les sommets? Et troisièmement, on donnera à M. Kabila l'occasion de tourner le dos à la francophonie pour aller dealer avec les Chinois et les francophones. Ce qu'il fait déjà d'ailleurs. Ce qu'il fait d'ailleurs déjà. Donc on lui donnera encore d'autres arguments pour continuer dans ces sens. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait, on parlera de la naïveté, mais toute idée germe d'une certaine naïveté, surtout en politique. Il faut qu'il y ait ces sommets, mais que ces sommets soient boycottés par les chefs d'État, qu'ils soient seulement représentés, ces chefs d'État soient représentés par les ministres des Affaires étrangères, avec un message ferme à l'attention du gouvernement en place et au profit du peuple congolais. Merci beaucoup Gaspard Hubert Lonsikoko d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.